Et si vous écoutiez Somnifère confortablement installé sur un oreiller à mémoire de forme pour encore plus de relaxation. Merci lesoreillerpaul.fr de soutenir ce podcast. Plus d'infos et un code promo en description de cet épisode. Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifairelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 24 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui reçoit une lettre anonyme qui va bouleverser son quotidien. Mais encore faut-il vérifier les informations qu'elle contient. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée La fortune de Monsieur Fouque. Nous découvrirons cette histoire en 2 parties, la suite sera diffusée dans le podcast de demain soir. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, relâchez les tensions musculaires et portez simplement votre attention sur votre corps. Laissez votre corps se détendre complètement, s'enfoncer dans le matelas. Laissez le calme et la détente envahir complètement votre corps et votre esprit. À présent, portez votre attention sur votre respiration, sans chercher à en changer le rythme, en écoutant simplement le bruit qu'elle fait, les sensations physiques qu'elle crée au niveau de vos narines, le changement de température de l'air lorsqu'il entre et sort de votre corps. Prenez quelques instants pour observer ce processus sans jugement, comme par curiosité, dans le calme. Maintenant, continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme votre corps devient de plus en plus léger à chaque inspire. Plus vous inspirez, plus votre corps est léger, un peu comme une plume, un peu comme un ballon. Vous vous sentez bientôt si léger que c'est comme si vous flottiez au-dessus de votre matelas. Observez comme cette sensation est agréable et recentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines, qui gonfle vos poumons et en ressort plus chaud à l'expiration. Portez à présent votre attention sur votre corps tout entier et prenez un crayon à papier imaginaire pour en dessiner les contours de la tête jusqu'aux ondulations de vos orteils, comme lorsque vous étiez enfant et que vous dessiniez les contours d'un personnage. Tentez de le faire
avec le plus de précision possible en suivant chaque courbe de votre corps. Notez comme votre enveloppe physique est unique, belle, puissante. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Votre corps est désormais comme une plume qui tangue de gauche à droite et de droite à gauche, doucement, paisiblement, pour lentement se réinstaller sur le matelas. À présent, choisissez une couleur que vous aimez et qui représente pour vous le calme, la sérénité, l'amour et la compassion. Ce peut être n'importe quelle couleur, mais je vais vous demander de la visualiser en détail, d'en choisir la nuance exacte. Lorsque vous êtes prêt, sentez cette couleur vous envahir de la tête aux pieds à mesure que vous respirez et balayez toutes les émotions non désirées. La couleur que vous avez choisie commence à remplir chaque petit recoin de votre corps, jusqu'à l'intérieur de vos doigts et de vos orteils. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et de visualiser cette couleur vous envelopper. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc. La fortune de Monsieur Fouque. En arrivant à son bureau, Monsieur Fouque aperçut sur la table une lettre à son adresse. Il déchira l'enveloppe et lut. Monsieur, je vous préviens que votre femme a rendez-vous chaque mercredi à 3 heures au carrefour des Ormes, dans la cabane d'un bûcheron. Son complice est l'un de vos amis, un de vos collègues de cercle. Monsieur Fouque haussa les épaules, chiffonna le papier, le réduisit en boule. Mais au moment de le jeter, un scrupule le retint. On ne laisse pas traîner de telles horreurs, se dit-il, et il empocha la lettre.
Puis il manda son principal contremaître, lui dicta ses ordres d'un air détaché et lui enjoignit spécialement de surveiller les travaux de la nouvelle école communale. Aussitôt seul, il reprit la lettre, malgré lui elle le taquinait, et il l'examina, l'étudia avec une minutie anxieuse. Il ne put cependant reconnaître cette écriture tremblée, dansante, évidemment contrefaite. Certes, il ne doutait pas de Madame Fouque, la vertu de Julie lui semblait inattaquable, et son orgueil personnel lui défendait de soupçonner sa femme. Et pourtant, quelle précision terrible dans cette dénonciation anonyme. Le jour, l'heure, l'endroit, aucune preuve ne manquait. Soudain, ses yeux tombèrent sur un calendrier. « Mercredi », s'écria-t-il, « c'est aujourd'hui ?» La nécessité d'une détermination immédiate le tourmenta. Devait-il se confier à Julie ou bien l'espionner, ou plutôt se taire et dédaigner une calomnie absurde? Ce dernier parti lui plaisait par sa simplicité et surtout l'empêchait de se lancer dans une aventure dont le résultat l'inquiétait à son insu. Mais une minute après, il se ravisait en songeant qu'un rival se moquait de lui peut-être, et il combinait des vengeances terribles. Toute la matinée, il fut taciturne, maussade, irritable, et finalement rentra chez lui toujours irrésolu. Au déjeuner, son silence frappa Madame Fouque. Elle lui demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Il répondit « Rien, que veux-tu que j'aie ?» Puis se levant, il prononça négligemment « Tu te promènes aujourd'hui ?»« Oui, un peu. »« De quel côté ?» Elle eut l'air de réfléchir et dit « J'ai envie de faire un tour dans les bois. Le temps est si beau. » Décontenancé, il balbutia « Ah, tu iras dans les bois. » Et il sortit pour cacher son trouble. Il se dirigea vers le cercle, un sentiment obscur l'y entraînait, le besoin d'un confident qui mettrait un terme à ses tergiversations. Et aussi germait en lui le désir instinctif d'exposer son cas, d'intéresser quelqu'un à sa personne et à ses actes. Monsieur Fouque, entrepreneur à Caudebec-en-Caux, avait la réputation d'un homme capable, d'un homme entendu pour tout ce qui touche au bâtiment. Mais il était établi qu'en dehors de ses affaires, il ne savait pas se conduire. On lui refusait les qualités indispensables à l'homme de bonne société, le tact, le goût et la mesure. Fouque est un garçon de valeur, disait-on de lui, un piocheur, une maison solide, mais ça n'a pas d'usage, ça ne se doute pas de ce que c'est que la vie. Le plus souvent, on n'en parlait point. On lui accordait la quantité d'estime qui correspond à 10 000 francs de rente, mais il n'occupait pas le rang auquel une pareille fortune permet d'aspirer. Boulard, le pharmacien, qui pourtant tenait une boutique et ne possédait que 6 000 livres, jouissait évidemment d'une considération plus grande. Au résumé, M. Fouque manquait de surface. D'une taille exiguë et d'un esprit étroit, il prenait dans le monde aussi peu de place que dans l'air. Son petit corps, ses petits bras, ses petites jambes, ses petites idées en faisaient un de ces petits individus secondaires qui passent inaperçus. Et chez lui, avec sa femme, ainsi qu'au cercle avec ses amis, il restait, malgré ses efforts, sans importance et sans autorité. Il s'était marié parce que le mariage donne un poids et une teinte sérieuse que n'acquiert point le célibataire. Il espérait ouvrir un salon où il recevrait la société de Caudebec et s'arranger un intérieur où il dominerait. Mais ses invités mangeaient, buvaient, fumaient sans se soucier de l'hôte qui leur offrait des mets, des vins et des cigares. De même, sa femme accaparait la suprématie qu'il avait convoitée. Madame Fouque, fille d'un mercier d'Yvetot, qui joignait à grande peine les deux bouts, était une brune, menue, têtue, d'un aspect agréable et d'un caractère hargneux. Il l'avait choisie pauvre pour mériter sa reconnaissance et s'assurer de sa soumission.
mais il se heurta, dès l'abord, à une volonté qui déjoua ses calculs. Elle fit main basse sur les clés, dirigea les domestiques, commanda les repas, meubla le salon, bouleversa le jardin, agit enfin selon son bon plaisir, sans jamais consulter son mari. Du moins, chercha-t-il le calme, le repos. Là encore, il échoua. En rentrant de son bureau, il tombait toujours au milieu de gronderies, et s'il risquait une observation, Madame Fouque le rudoyait et s'enfermait dans sa chambre. Elle n'avait pas pour lui les égards dus à un chef de maison. Elle ignorait les complaisances et les empressements qui flattent l'amour-propre, les soins qui dorlotent, les chatteries qui engourdissent. Elle négligeait les gentillesses, les petites douceurs, les plats sucrés. Enfin, elle ne réalisait pas l'idéal de la femme pour M. Fouque, un mélange de garde-malade et de cuisinière. Il s'en plaignit, puis constatant avec regret que rien ne pouvait remédier à cet état des choses, ni sa mauvaise humeur, ni ses bontés, ni ses prières, il abandonna la lutte et se résigna. Au cercle, il sentait davantage encore sa situation subalterne. Il s'exaspérait de voir les joueurs de billard interrompre leur partie quand maître Gauthier le notaire causait politique, ou quand cette mauvaise langue de Lamotte racontait les potins de la ville. Et Ferrand, donc, son meilleur ami, tous se taisaient dès qu'il développait ses idées sur la littérature et qu'il jugeait le feuilleton de l'éclaireur cauchois. Valin, ce gros homme ridicule, captivait son auditoire par le récit de son voyage en Bretagne. Baril, l'huissier, tournait comme pas un le calembour et l'anecdote, et Boulard, le pharmacien, qui de l'aveu général possédait à fond l'âme humaine, excellait à résoudre les cas de conscience. Enfin, chacun avait sa spécialité, chacun excitait plus ou moins l'intérêt par un point quelconque de son existence ou une aptitude de son esprit. De temps à autre, partait un « À propos, chose, pourriez-vous me dire ?» Lui, il n'avait jamais à répondre, on ne l'interrogeait jamais. Il restait à l'écart, le visage jaune, de la bile plein le cœur, un sourire de mépris aux lèvres, comme un homme méconnu qui sait ce que l'on perd à ne point l'entretenir. Et il s'énumérait ses titres au respect d'autrui, ses 10 000 francs de rente, sa position bien assise, son cheval, sa voiture. L'injustice et l'aveuglement de ses collègues le révoltaient. Il aurait voulu paraître, briller, devenir quelqu'un que l'on écoute, avoir sa place parmi ceux qui pérorent, être le monsieur que les passants montrent du doigt, et dont on dit en se retournant « c'est monsieur un tel qui se promène ». Il aurait voulu, en émettant une opinion, éveiller la curiosité des assistants, provoquer le murmure qui applaudit ou le hochement de tête qui désapprouve. Il rêvait des discours, des bons mots, des succès oratoires. Mais outre qu'il éprouvait à s'exprimer un malaise qui parfois dégénérait en bégaiement, le peu d'attention qu'on lui prêtait le rendait timide et le condamnait au silence. Alors, renonçant à conquérir l'autorité qu'il méritait, il se rejeta sur les conversations particulières. Il attirait ses amis dans l'embrasure des fenêtres, les agrippait par un bouton de leur jaquette, et d'un ton larmoyant les saturait de confidences. Il divulguait les secrets de son ménage, qu'était un conseil, inventé d'interminables histoires. Il déplorait les défauts de sa femme. Voyez-vous, Madame Fouque n'a pas de moelleux, nos caractères se choquent, il n'y a pas de jour qu'elle ne me fasse une scène, puis ce sont des bouderies, et des soirées, des nuits s'écoulent sans qu'une parole soit prononcée. Certes, elle n'est pas méchante, mais elle se plaît à crier, à disputer, à vociférer. Souvent même, elle lève la main. Il alla plus loin, et dans des crises de bavardage, il révéla des détails physiques. Elle avait une poitrine, cette Julie, et des bras et des jambes, et une peau surtout, une peau admirable. Une fois, étourdi par des libations trop nombreuses, il dévoila des particularités plus intimes encore. Figurez-vous, mon cher, qu'elle a en haut de la cuisse gauche une fraise énorme, une vraie pièce de 10 sous, toute blanche.
Ah, on ne s'ennuie pas avec elle. Par malheur, pas de tempérament. Que voulez-vous? Elle n'aime pas ça. D'abord, on s'amusa de ses indiscrétions, on l'excitait, on réclamait des nouvelles de Julie et de sa fraise. Puis on se lassa de lui. Il répétait invariablement les mêmes choses et d'avance l'on savait ses paroles. On se méfiait de ces petits bouts de phrases hachés, hésitants. On le fuyait comme un opportun, on lui tournait le dos comme un quémandeur. Vraiment, il n'est pas drôle, Fouque, c'est un homme capable, mais ça n'a pas de suite dans les idées. Et son isolement recommença plus âpre et plus pesant. On ne lui parlait pas, on ne l'écoutait pas, on ne tenait aucun compte de ses gestes et de ses actions. En somme, jusqu'alors, M. Fouque n'avait pas à se louer de la vie. Le cercle de ces messieurs, le cercle de l'Union, se trouvait sur le quai au premier étage du café industriel. Il comprenait une pièce unique, très profonde, couverte d'un papier bleu azur et décorée de glaces, de porte-manteaux et de règlements se rapportant aux différents jeux. Au fond, le billard, situé dans l'ombre, nécessitait une suspension de 2 lampes continuellement allumées. Cette suspension, mal accrochée, allait de travers et mettait 2 plaques de clarté aux angles opposés du billard. Près des fenêtres, qui toutes avaient vue sur la scène, alternaient les tables au tapis vert et les tables de marbre où l'on consommait. Ce jour-là, une chaleur lourde emplissait l'appartement, montée poussiéreuse de la rue criblée de soleil, tombée âcre et malsaine du plafond où s'accumulaient des nuages de fumée. 2 de ces messieurs jouaient au piquet, les autres, le gilet déboutonné, les jambes allongées, la pipe aux lèvres, causaient gravement de choses sérieuses. La récolte s'annonçait bien cette année, les pommes donneraient et il y aurait de la prune. Puis on parla politique. Les avis se partagèrent. La résistance du ministre ne pouvait durer. On en a assez de lui, disait l'un. Il y est qu'il y reste, répliquait l'autre. On n'aime pas les changements en France. Assis dans un coin, M. Fouque contemplait d'un regard vague une rangée de peupliers qui bordaient l'autre rive du fleuve, pendant qu'autour de lui s'égouttaient lentement les paroles banales et importantes. Il n'entendait pas. Il méditait, le coude appuyé, le menton sur son poing, comme un homme assailli d'ennui et dont la pensée a besoin de se recueillir. Soudain, une voix le tira de son engourdissement. « Eh bien, Fouque, qu'y a-t-il ? Vous avez l'air tout je ne sais quoi. » Il leva brusquement la tête, simulant à cette question impatiemment attendue un embarras qu'il n'éprouvait pas. Puis il plissa le front, fit prendre à son visage une expression découragée et soupira. « Moi ? Oh, rien, un embêtement. » On se tut de peur d'être indiscret. Mais lui, fâché qu'on ne l'interrogeât plus, continua. « Oui, un embêtement, un gros embêtement, une lettre. » Quelqu'un demanda par politesse. « Ah, une lettre ? Oui, une lettre anonyme. » Ces messieurs se tournèrent vers lui et l'un d'eux, abandonnant sa pipe, répéta. « Anonyme ? Oui, une lettre anonyme. Mais concernant qui ? Concernant... Il hésita quelques secondes, quoiqu'il brûlât de parler, puis paraissant se décider tout d'un coup, il acheva résolument. Concernant ma femme. La partie de piquet fut suspendue. Boulard, le pharmacien psychologue, quitta sa chaise et s'installa près de M. Fouque. Les autres le regardaient avec cette prière des yeux qui implore la suite d'un récit. Fier de la curiosité qu'il inspirait, il voulut encore l'accroître en différant ses explications. Il s'éloigna et arpenta la pièce, les mains derrière le dos, la tête baissée, les paupières mi-closes, comme pour s'isoler et n'adopter une détermination qu'après en avoir mûrement pesé les bons et les mauvais côtés. Parfois, il s'arrêtait court, frappé sans doute par une idée gênante, fixait le plancher et repartait d'un pas plus rapide. Enfin, il s'approcha de ses collègues, se tint debout contre la fenêtre, dans l'attitude qui convient au moment décisif, tout ça, et posément déclara. « Messieurs,
Avant tout, j'exige de vous le secret le plus absolu sur ce que je vais vous communiquer. Parfaitement, nous ne dirons rien. Allez donc. Non, je désire un vrai serment, car il s'agit de mon honneur, il s'agit de notre honneur à tous, il s'agit de l'honneur même du cercle de Caudebec. Un silence solennel régna, un de ces silences qui indiquent la gravité d'une situation. Ils étaient là 5, Gautier, Lamotte, Valin, Baril et Boulard, tous des gens d'un mérite notoire, d'une capacité incontestable. Et tous les 5 levèrent la main et répondirent d'une même voix en étendant sur leur gloria leurs doigts écartés. Nous le jurons. Une joie immense envahit M. Fouque. Il savoure longuement son bonheur, et ce fut avec un sourire qu'il tira la lettre anonyme et la lut. Monsieur, je vous préviens que votre femme a rendez-vous chaque mercredi à 3 heures au carrefour des Ormes. Son complice est un de vos amis, un de vos collègues du cercle. C'est tout, il n'y a pas de signature. Et maintenant, causons. Il s'assit, Lamotte affirma. C'est une affaire délicate, extrêmement délicate. Réfléchissons. Ils réfléchirent. Du temps s'écoula. Personne ne prit la parole. Les physionomies étaient imprégnées de pensées profondes et les sourcils froncés marquaient l'effort de la méditation. M. Fouque hasarda. Eh bien, Boulard, vous qui possédez si bien l'âme humaine, qu'est-ce que vous en dites ? Boulard, interpellé, vida son verre, saisit son front et jeta de la lumière sur la discussion. En principe, la lettre anonyme est une infamie. Un homme qui se respecte la détruit sans la lire. Mais dans la pratique, il y a 2 cas. Ou bien son contenu est faux et l'affaire est classée, ou bien il est véridique et il faut agir. Êtes-vous de mon avis, messieurs ? Une approbation courut parmi les assistants. Or, ajouta le pharmacien, pour savoir à quoi s'en tenir, le mieux est de lire la lettre et de se livrer à une enquête sur les faits qu'elle avance. C'est généralement la marche en pareille matière. Très bien raisonné, s'écria M. Fouque. Et vous concluez ? Je conclus sans conclure. Je citerai simplement le vieux dicton. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, vous croyez ? Je ne crois rien, j'expose une opinion personnelle. Moi, je n'hésiterai pas, ajouta le pharmacien. À votre place, je mettrai mon chapeau, je gagnerai la route d'Yvetot et j'irai surveiller un peu le carrefour des Ormes. Il ne vous en coûte rien et après, vous serez plus tranquille. Qu'en dites-vous, messieurs ? Ces messieurs n'opposèrent aucune objection, mais M. Fouque, quoique persuadé, se débattit encore pour le plaisir de discuter. Il lui répugnait d'espionner, il considérait cet acte comme indigne de loi. Profitant de l'occasion, il babilla à tort et à travers, étala les qualités de sa femme, invoqua son honnêteté, la droiture de ses instincts, son passé impeccable, et s'attacha surtout à démontrer qu'elle ne lui pardonnerait jamais un tel manque de confiance. D'un mot, Boulard le convainquit. « Et l'honneur du cercle, mon ami, car enfin, vous oubliez que si votre femme est coupable, elle a un complice, que ce complice est parmi nous, et que par conséquent nous devons nous mettre sur nos gardes. » Cet argument l'écrasa. « Mes amis, je m'incline devant vos beaux conseils. » Il eut un regard fin que les autres ne remarquèrent pas, distribua des poignées de main énergiques et sortit, l'allure batailleuse. Derrière lui, Gautier s'écria. « Ce pauvre Fouque, il en tient. » Cette saillie amusa ces messieurs. Ils s'égayèrent un moment aux dépens de leur infortuné collègue, puis abordant un ordre d'idées plus élevé, ils recherchèrent les différents moyens de combattre l'adultère. 2 heures plus tard, M. Fouque revenait du carrefour des Ormes. Il marchait à grands pas rageurs, frappant des pieds, faisant tournoyer sa canne avec des gestes de matamore. Son petit corps gras et rond, pareil sur ses jambes maigres au corps d'une araignée, rebondissait d'une cuisse à l'autre comme une balle élastique. Sa tête, rejetée en arrière, sa bouche contractée
comme prêt à mordre, son chapeau bosselé mis sur l'oreille semblait provoquer les arbres du chemin, les gerbes de blé, les tas de cailloux. Parfois, une exclamation lui échappait. Trompé. Trompé. Et il prononçait ce mot d'une voix étonnée, en ouvrant les bras et en secouant les épaules ainsi qu'un homme incrédule. Il voulait douter malgré l'évidence, malgré le témoignage irrécusable de ses yeux. Mais il reconstitua la scène, évoqua les deux coupables et revit bien sa femme, Julie elle-même, les vêtements en désordre, et Ferrand, son meilleur ami. Ce souvenir l'occupa et il y songea froidement, sans jalousie. Cette conviction qu'un homme était l'amant de Madame Fouque, baiser ses lèvres, caresser sa chair, n'éveillait en lui aucune douleur, aucune amertume. Il s'avoua même que Julie paraissait auprès de Ferrand plus tendre qu'auprès de lui, plus passionnée, et quoique cela le vexât, il n'en souffrit point. Et longtemps, pour se distraire, il força son esprit à se fixer sur cette scène. Il essaya d'étouffer la pensée qui l'obsédait sous un amoncellement d'idées futiles, de détails divertissants, de petits faits grotesques qu'il s'ingéniait à reconstruire. Mais soudain, son orgueil blessé se réveillait, comme ces maux physiques qui agissent par saccades, et de nouveau sa colère jaillissait. Trompé, lui, M. Fouque, l'ancien manœuvre arrivé à Caudebec en sabot, puis devenu maçon, puis contremaître, M. Fouque, le fils de son travail, M. Fouque, l'entrepreneur, le maître de 30 ouvriers, le propriétaire d'une maison en ville et de 3 fermes à Saint-Vendry, tout cela, trompé. C'était moins le mari qui se trouvait atteint que le chef de famille, le commerçant, le membre du cercle de l'Union. Il se sentait humilié comme un enfant qu'on fouetterait en place publique. Moi, M. Fouque, trompé. Il répétait cette phrase sans la comprendre, tant cela lui semblait une impossibilité. Qu'un autre le fût, soit, mais lui, M. Fouque, il conçut moins d'estime pour lui-même, et se jugeant avec plus de sévérité, il accepta plus facilement le rang secondaire où le monde le reléguait. Il traversa Caudebec, gagna le bord de la Seine, et préférant éviter le cercle, il remonta par la place de l'église jusqu'à la route de Villequier. À gauche, il dominait le fleuve qui coulait au bas des vergers. À droite, des bois grimpés sur la colline. Il s'y engagea pour se cacher. Il avait envie de pleurer, de se tordre les mains, de se casser la tête. Qu'allait-il devenir maintenant? Tous devaient savoir où saurait son infortune. Il serait la fable de la ville, la risée de ses collègues, et il devinait le silence moqueur, coupé de chuchotements, qui accueillerait ses entrées. Comment désormais conquérir ce rôle prépondérant qu'il aspirait à tenir? Il n'y avait plus à tenter la lutte, car son effacement s'augmenterait de tout le ridicule du mari trompé. De cela surtout venait sa rancune contre sa femme. Il lui avait tout donné à l'ingrate. L'argent, la considération, le bien-être, le luxe, il l'avait tiré de sa boutique pour en faire une dame, et il se permettait d'élever un obstacle entre lui et le but convoité. Elle le récompensait de sa générosité en lui interdisant l'accès des honneurs et des postes qu'il pouvait briguer légitimement. Et ce Ferrand, son camarade, le seul qui montra de la déférence envers lui, ce vieux Ferrand que souvent, au sortir du cercle, il prenait par le bras et emmenait dîner à la fortune du pot, il l'aimait comme un frère, au point de lui confier ses déboires et ses espérances. Et c'était celui-là que sa femme choisissait pour entraver son ambition et briser sa carrière. Il ne forma d'ailleurs aucun projet de vengeance. Sa longue course à travers les bois, le contre-coup des émotions ressenties, l'accablait de fatigue et sa fureur s'évanouissait peu à peu. Mais par un mensonge instinctif vis-à-vis de lui-même, il affecta une tristesse infinie. Il s'exagéra son amour pour Julie et son amitié pour Ferrand. Il se persuada qu'il les adorait jadis et qu'ils vivaient ensemble tous trois sans jamais se quitter. Alors, pleurant ses illusions,
il dit à haute voix : « Encore un rêve qui s'écroule. » La douleur le terrassait. Il entrevit un avenir solitaire où il demeurerait dans son coin à écouter les autres, une vieillesse froide, sans gloire, sans popularité, sans famille. Cette existence l'effraya et il eut pitié de lui-même. Décidément, la destinée s'acharnait après lui. Jusqu'à la fin du jour, il erra comme un vagabond, les membres rompus, le cœur lâche. Puis soudain, cet isolement lui pesa et il retourna à petits pas, les jambes pliées, le dos voûté, la tête basse. Sa canne, qui traînait à terre, le suivait d'un air vaincu. Il s'abandonnait, consentait à sa défaite, se ratatinait, rentrait sa poitrine, se faisait plus mince, plus chétif. Son infortune le pénétrait, le mouillait, lui donnait l'aspect piteux d'un individu qui a reçu une averse et qui grelotte sous ses habits trempés d'eau. Il longea la Seine, dépassa la chapelle de la Bas-Riva et enfila le quai. Aux fenêtres du cercle, il aperçut ses amis qui, du geste, l'invitaient à les rejoindre. Il refusa, mais comme ils insistaient, il obéit machinalement et se dirigea vers le café de l'Industrie. Ces messieurs étaient là une vingtaine qui sirotaient des absinthes. Ils saluèrent l'arrivée de M. Fouque par des acclamations. « Enfin, c'est lui, le voilà. Et bien Fouque, quoi de neuf ?» Il ne s'étonna pas, ne se souvenant plus du serment de ses collègues, que son secret fût ainsi divulgué. On l'entourait, on le harcelait de questions, on lui faisait une sorte d'ovation. Et cet empressement lui réchauffait l'âme. Il se sentait amolli par l'atmosphère de sympathie qui le baignait, il se trouvait à l'aise au milieu de ses affections solides et de ses dévouements éprouvés. Ses nerfs se détendirent, sa souffrance se dissipa et un mot lui vint aux lèvres, qu'il lâcha malgré lui. Cocu. Il y eut un mouvement de stupéfaction. Ce cri brutal pétrifia les assistants, paralysa les mouvements et coupa court aux entretiens. François, le garçon qui sortait avec un plateau de verre vide, s'arrêta net, cloué à terre. Un silence lourd plana, un silence d'église, la nuit. Un bruit cependant résonnait, un souvenir de bruit plutôt, un écho indéfiniment propagé. C'était le petit mot drôle et terrible aux syllabes légères comme des ailes. Longtemps, il vola dans l'appartement, sautilla sur les tables, cabriola sur le billard, gambada sur le plancher, se cogna au plafond, rebondit entre les murs. Longtemps, il bourdonna aux oreilles, effleura les fronts, retentit dans les cerveaux, accrocha des sourires au visage des célibataires, éveilla chez les autres une raillerie mêlée de peur, cette peur sourde des maris que l'infortune peut atteindre à leur tour. M. Fouque jouissait de l'effet produit, et pour le prolonger, il répétait « Cocu, cocu ». « Voyons un peu de courage, il n'y a pas que vous », s'écria avec fatuité Germain, un vieux beau surnommé le tombeur de femmes. « Pas que moi, » gémit l'entrepreneur. « Ça ne m'empêche pas que je sois cocu. » « On n'est jamais sûr. »« Comment ?» hurla M. Fouque. « Je ne le suis pas. Mais puisque je l'ai vu, vous n'allez pas le nier, j'espère. » Quelqu'un s'interposa. « Évidemment, Germain, puisque Fouque assure. »« C'est vrai, mais qu'a-t-il vu ?»« Ce que j'ai vu, eh bien... » Il hésita. Une pudeur subite le retenait. Il avait honte de publier son aventure et il fut sur le point de la cacher comme un malade qui dissimule soigneusement quelque plaie infâme. Il eut l'intuition du ridicule auquel il s'exposait. Déjà sans doute on se moquait de sa résignation, il observa ses collègues et crut distinguer sur certaines physionomies une expression de dédain. Cette remarque ralluma son courroux et il jugea nécessaire de le manifester pour sauvegarder son amour-propre. Il s'en prit au garçon qui ricanait ouvertement,
l'injuria, le mit à la porte, puis la face rouge, congestionné, il parcourut la pièce en s'attaquant à des ennemis imaginaires auxquels il montrait le poing. Et il vociférait. « Salaud, canaille !» On réussit à le calmer, il s'abattit sur une chaise et là, épuisé par son accès de rage, il obéit aux prières de ces messieurs. Il n'avait plus de force, plus de pensée, et les paroles coulèrent de sa bouche très doucement, très faiblement, comme une confession d'agonisant. Je ne pouvais pas supposer que ce fût vrai. Il y a des choses si monstrueuses qu'on les rejette. Je suis parti, confiant, comme pour une promenade. Une fois hors de la ville, au bas de la côte, je coupais le bois par les sentiers de traverse. Le ciel était bleu, j'en voyais des coins entre les arbres qui m'abritaient du soleil, et j'avançais gaillardement, heureux de me dégourdir les jambes. Aux environs du carrefour des ormes, j'évitais de heurter les cailloux ou de froisser les branches afin de ne pas dévoiler ma présence. Puis je me blottis dans un fourré et j'attendais. Bonne nuit. Bonne nuit.